Merci pour votre écoute. On termine cette journée qu'on a commencé avec un homme, Jean-Édouard Grésy, qui est encore là, et qu'on termine avec un homme, Marie. Mais pour autant, la guerre des sexes n'aura pas lieu. Non, c'est la bonne nouvelle que je suis venue vous annoncer en cette fin de journée. La guerre des sexes n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu parce que les femmes l'ont jamais voulu, même les plus féministes parmi elles, et je pense que Héloïse Bouton vous en aura convaincu tout à l'heure. Et parce que les hommes n'en veulent pas non plus et qui sont de plus en plus nombreux à vouloir s'engager pour l'égalité. Ils sont les descendants de Condorcet, de John Stuart Mill, de Stendhal, de Victor Hugo, de beaucoup d'autres encore, qui déjà en leur temps ne supportaient pas l'idée. Je vous mets la pression, hein. Condorcet, retenez bien, descendant de Condorcet, John Stuart Mill, Stendhal, Victor Hugo, j'en ai encore plein d'autres, William Marston qui a créé Wonder Woman, qui déjà en leur temps toléraient pas qu'on traite les femmes différemment des hommes et qu'on les traite différemment des humains, tout simplement. Aujourd'hui, ils disent haut et fort que l'égalité, c'est aussi leur affaire. Il s'appelle Happy Men, pour certains qui connaissent ce mouvement. Il s'appelle E4She, ou il s'appelle le Club des Gentlemen. Et nous avons parmi nous un gentleman qui a créé un mouvement. Le mouvement s'appelle Jamais sans elle. Cet homme s'appelle Guy Mamoumani, c'est le président de Syntec Numérique, qui a lancé donc ce mouvement avec plusieurs de ses camarades du secteur de l'innovation. Venez donc nous parler, Guy, de Jamais sans elle, et ensuite on échangera avec la salle pour des questions. Bien. Alors bonjour à tous. Donc il y a 250 femmes, 3 hommes, mais on dit quand même bonjour à tous. Et alors je vais commencer en m'adressant aux hommes de la salle. Qu'est-ce que ça fait de ressentir ce que les femmes ressentent quand elles vont dans un événement du numérique? Voilà. C'est vrai ou pas? La première fois que je suis allé dans une journée de la femme digitale, j'étais perdu là. Et puis quand je voyais un homme, je disais ouais, ça va ça va. J'ai dit les pauvres, les pauvres. Et vraiment, c'est ça que nous devons changer. Vraiment, c'est ça que nous devons changer. Je voudrais vous dire d'abord que je suis très heureux d'être ici. D'abord parce que ce projet, ce mouvement me tient beaucoup à cœur. Alors, je suis pas du tout de la catégorie des non énoncés. Hein. Je suis vraiment très humble et je vais vous expliquer quels ont été mes moteurs dans ce mouvement, qui sont vraiment très pragmatiques et aussi plein de bon sens. D'abord, je voudrais vous dire que moi, je suis un entrepreneur. Je vais me présenter quand même avant, parce que à force d'avoir des actions sur les valeurs, sur le numérique, ça, on croit que c'est mon métier. Non, mon métier, c'est quand même d'avoir une entreprise qui s'appelle Groupe Open, dont je suis le coprésident. C'est ce qu'on appelle une entreprise de service du numérique de 3500 personnes. Et puis, je suis très attaché à Nantes, puisque d'abord, j'ai un gros centre de service à Nantes. Et puis, quand même, les fameuses font bien les choses. Nous avons annoncé hier l'acquisition d'une société nantaise de 15 personnes qui s'appelle MCO. Et ce matin, j'étais avec mes nouvelles équipes grâce aux fameuses. Donc c'était un bon moment et je ne suis pas venu pour rien. Alors donc, ce que je vais faire, c'est plutôt vous parler en tant que président du Syntec Numérique de ce que nous avons fait depuis plusieurs années. Cette histoire de Jamais sans elle ne vient pas de nulle part. D'abord, il faut quand même le souligner, ce sont beaucoup de femmes qui se sont engagées sur ces sujets. Et c'est pour ça que j'ai souhaité donner le titre à mon intervention, est-ce que le féminisme est une affaire de femmes? Parce que finalement, quand les femmes se battent depuis des années, des dizaines d'années sur ces sujets-là, ça paraît presque banal. Ça a pris finalement un petit éclairage différent parce que des hommes ont dit la même chose, ce qui sont des évidences. Mais on se dit, tiens, si même les mecs disent ça, c'est que quand même il y a une bonne idée là-dessus. Finalement, voilà. Et donc, je vais vous faire un peu la genèse de tout ça, et puis on échangera après, bien sûr. Bon, d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai créé, quand j'ai été élu président du Syntec Numérique, presque dans les mois qui ont suivi, j'ai créé une commission qui s'appelle Femmes du numérique. Et pour répondre à une constatation que vous avez là,
vous pouvez regarder ces chiffres qui sont magnifiques. Le secteur du numérique, déjà, hein, c'est des chiffres de 2010, ça, je crois. Hein. Alors, vous avez des chiffres magnifiques, des créations d'emplois à 93,7% des CDI, 35 000 offres d'emploi par an, des salaires qui sont bien au-dessus de la moyenne. Et il y a un chiffre qui me paraissait absolument incroyable, c'était celui de 27,4% de femmes dans le secteur. Et encore, je peux dire que ce sont des chiffres un peu arrangés. Pourquoi? Parce que je parle des 400 000 salariés du secteur. Mais il y a du commercial, des RH, de la finance, tout ça, donc, dans lequel il y a des femmes. Si on prend très précisément les chiffres sur la technique, les développeuses, les administrateurs d'infrastructures, les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, etc., eh bien, nous tombons, allez, j'ai un chiffre qui le donne, c'est le nombre de femmes dans les écoles d'ingénieurs, 13%. Et dans nos entreprises, à mon avis, c'est entre 10 et 15. Et je dis, mais quel énorme gâchis! Pourquoi est-ce qu'on se prive de tant de talent alors que nous sommes en pénurie, que nous recherchons tous des collaborateurs? Et on voit qu'il y a autant de femmes qui pourraient nous rejoindre et qui font, par exemple, alors je prends toujours cet exemple, je ne sais pas pourquoi, j'ai rien contre, hein, mais si vous voulez, vous prenez des jeunes filles, bac S, mention très bien, 18 ans en maths, qu'est-ce qu'elles font? Médecine. Alors on y va, 3000 qui vont faire des études de médecine, on va en prendre 300, 2700 par fac, hein, et 2700 qui se posent des questions, qu'est-ce que je vais faire, etc. Je finis kiné, je finis pharmacie. Mais allez faire de l'informatique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, là, il y a du boulot. 100% des étudiants de l'université Pierre et Marie Curie, de l'EPITA, de l'EPSI, trouvent des jobs avant la fin de leur scolarité. Dans un pays où le principal problème, pour moi, que je mettrais en numéro 1, c'est le chômage. Et le chômage des jeunes, voilà un secteur qui vous dit, il y a du boulot, bien payé, en CDI. Donc moi, je dis, dans les dîners de famille, là, quand il y a le père et la mère avec les 3 filles en train de discuter parce qu'on arrive en terminale, alors qu'est-ce que tu vas faire, ma fille? Alors tu vas dire, moi je vais faire médecine, moi je vais faire avocat, ça. À un moment, la mère, elle devrait dire, tu seras codeur, ma fille. Voilà. Alors, ça paraît absolument dingue et pourtant, c'est presque naturel. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, on crée Femmes du numérique et on va travailler pour essayer de changer ça. Et donc, j'ai confié ça à l'époque à quelqu'un qui est une femme absolument remarquable, qui s'appelle Viviane Ribeiro. Ça a été après une autre femme remarquable qui a pris ça en charge, Véronique Di Benedetto. D'ailleurs, je voudrais vous dire qu'au moment où j'ai été élu, il y avait une femme sur 30 administratrice du Syntec numérique. Hein. Il y avait 1 sur 30. Je reviendrai sur le nombre actuel. Et donc, elles ont fait un boulot absolument exceptionnel, remarquable, que je symbolise par cette photo. C'est parce que c'est la photo de la remise des prix Trophée Excellencia. Ça a été une des images hein, du sujet. Mais alors, c'était tous azimuts. Et en particulier Trophée Excellencia, qui consiste, au cours d'une très grande soirée, à financer des bourses pour des jeunes filles pour qu'elles fassent des études d'informatique. Donc on choisit 10 jeunes filles sur dossier et on leur paye leurs 3 années d'études dans les écoles d'ingénieurs ou d'université. Et c'est aussi pour montrer que c'est accessible, que c'est intéressant, qu'il n'y a aucune raison que les filles ne le fassent pas. Et ce trophée, nous le refaisons chaque année. Et c'est un événement très important. Mais à part ça, il y a tout un travail. Et un des premiers, justement, travaux de cette commission, ça a été, avec Marquette, de faire une étude sur les femmes dans le numérique. Et par exemple, on avait constaté des différences de salaire, ce qui est quand même inacceptable. Par exemple, on avait essayé de comprendre les raisons pour lesquelles elles ne choisissaient pas. Donc, tout ça a été un travail de long terme. On a par exemple bossé avec l'ONICEP, vous voyez, pour aller voir les filles dans les écoles en 5e, etc. Bon, bref, c'est vraiment un engagement que nous avons fait. Et je veux le dire tout de suite, on n'est pas les seuls. Hein. Alors, les Girls in Tech, les Girls Power, les Girls je sais pas quoi, de partout, tout le monde travaille. Hein. Et c'est vraiment quelque chose qui est un engagement. Et donc, avec tout ça, je voulais vous raconter une anecdote. Alors, vous montrer une autre photo.
Vous riez parce qu'évidemment, vous avez compris, hein, l'objet de cette photo, c'est spectaculaire. Hein. Donc, je suis le parrain de la dernière promotion de l'EPITA, une très bonne école d'ingénieurs. Alors, quand vous êtes parrain de cette école, on vous prend comme ça, bon, d'ailleurs, ça se passe dans beaucoup d'écoles, hein, on vous prend comme ça et on vous met dans une salle, comme ça, sans vous prévenir, devant 280 étudiants. Vous les voyez tous, d'ailleurs, les 280, ils sont derrière moi, là. Et je rentre comme ça dans cette salle, moi, un peu jeté, quoi. Hein, et mon premier réflexe, ça a été de dire, mais où sont les filles? Alors, je peux vous dire, il y en avait 14. On les a comptés. 14 sur 280, ça veut dire 5%. C'est quand même très, très faible. Et donc, bon, je fais mon speech, j'encourage tout ça, j'ai soutiens, ça. Et puis, à la fin, il y a une jeune fille, vous voyez, celle-là. J'ai réussi à la retrouver. Elle est à ma gauche, là, hein, dans la photo. Hein. Elle vient me voir et elle me dit, vous savez, M. Mamoumani, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je suis très sensible à ça. Moi, j'ai toujours rêvé de faire l'informatique. C'était mon rêve, je voulais faire l'informatique. Alors, arrivé en terminale, je suis allé voir mon conseiller d'orientation. Et je lui ai dit, je veux faire de l'informatique. Et qu'est-ce qu'il lui répond? C'est une super idée, faites un BTS de secrétariat. Voilà le problème. C'est-à-dire que pour un conseiller d'orientation, quand même, dont la mission est essentielle, qu'une femme veuille faire de l'informatique, ça ne pouvait vouloir dire que de faire de l'Excel. Et donc, tout le sujet consiste à ce que nous changions cette culture. Mais chez tout le monde, les professeurs, les parents, les conseillers d'orientation, les inspecteurs, enfin bon, c'est un travail colossal. Et je dois dire, au bout de quelques années quand même, il y a de la progression. Par exemple, on me demande d'intervenir, eh bien, et je raconte cette anecdote d'ailleurs, devant des conseillers d'orientation. Ah, il m'insulte, hein, il faut le savoir, il n'apprécie pas du tout. Oui, vous tirez des conclusions, des anecdotes, etc. Oui, oui, bien sûr. Et devant des profs, et je leur dis, bon, admettons que ça soit une anecdote. Le résultat est quand même que sans aucune raison objective, il n'y a que 15% de filles, non, c'est que cette carrière-là. Donc c'est bien. Quelle est l'autre raison qui ne peut être que culturelle? Je ne vois pas d'autre. Ce n'est pas le cerveau des femmes qui est différent pour l'informatique. D'ailleurs, autre anecdote qu'ils détestent, c'est que, donc vous savez, dans ces écoles, tous les ans, vous avez des échanges. Et eux, ils sont jumelés avec la Corée du Sud. Le meilleur moment de ces élèves, c'est quand ils font l'échange avec la Corée du Sud. Enfin, il faut des filles arriver dans leur... des échanges. Parce que dans ces pays, Corée du Sud, Indonésie, Inde, ce sont des métiers féminisés. Ok, donc ce n'est pas une question de cerveau, hein. C'est une question, justement, culturelle, d'orientation. D'ailleurs, encore une indication très inquiétante. Dans les années 70, j'ai fait mes études, moi, dans les années 70. Eh bien, les femmes étaient beaucoup plus nombreuses dans les études d'informatique. Ça s'est dégradé, vous vous rendez compte? Ça s'est dégradé. Oui, ça m'a surpris parce que on pourrait se dire l'arrivée de la micro-informatique, tout ça, ça a attiré les jeunes filles. Non, mais pas du tout. Hein. Elles préféraient les cartes perforées, hein, ça je vous dis tout de suite, parce que à cette époque-là, il y en avait beaucoup. Et donc, il faut vraiment se dire qu'il n'y a aucune raison objective, et j'insiste là-dessus. Alors, on a refait la même étude en 2014, après tout le travail accompli. Et je vous rappelle que le chiffre que je vous avais donné tout à l'heure, c'était 27,4. Eh bien, en 2014, avec tout ce qu'on a fait, on est à 27,3, pour être précis. C'est quand même réconfortant. Vous voyez, vous avez bossé, ça a été super utile. Hein. Donc, on a un vrai problème. Parce que, visiblement, toutes nos activités, toute notre énergie ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas, il y a un vrai sujet. Et puis, autre point très important, c'est qu'il y a toujours des différences de salaire, et ça, on le suit à la trace. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire ma propre promotion, parce que j'ai une vraie fierté, c'est qu'au sein de Groupe Open, eh bien, il n'y a plus d'écart de salaire entre hommes et femmes. Mais on a fait un programme pour ça. Notre DRH a suivi pendant 3 ans. Eh bien, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait des différences. Le grand classique, parce qu'au niveau de recrutement, en tout cas dans notre secteur, il n'y a pas de différence. Je vous le confirme, il n'y a aucune discrimination de quoi que ce soit. On recrute à un niveau de formation, un niveau de salaire. Et puis après, le temps passe. Et puis après, par exemple, vous avez le congé de maternité.
Et alors après, on dit, bon, elle va partir en congé de maternité, on ne va pas l'augmenter. Hein. Quand elle revient de congé de maternité, bon, on va voir ce qu'elle sait faire. Hein. Et, voilà. Et puis, de façon très sournoise, au bout de 6-7 ans, vous voyez 10-15% d'écart. Si vous avez un programme, c'est ce que nous avons fait chez Open, eh bien, vous compensez, vous faites attention, et on a obtenu une égalité. Et c'est ce que nous recommandons à tous nos adhérents. C'est pour ça qu'on fait l'étude. C'est pour leur montrer, vous vous rendez compte, encore aujourd'hui, il y a 10% d'écart. Et il faut absolument que ça change. Donc, voilà le bilan. Voilà le bilan. Donc, vous avez compris que je suis très touché, très engagé par ce sujet. Et puis, bon, ben, les affaires continuent, on travaille avec Femmes du numérique, tout ça. Et puis, un jour, est arrivée cette fameuse affaire, voilà, qui a commencé par ça. Voilà. Donc, vous voyez ce tweet, parce que vous constaterez que je suis très actif hein, sur Twitter, hein, c'est un outil que j'adore. Hein. Et donc, je revenais de Lyon, et je lis ce tweet qui vient de Natacha, qui est une amie, Natacha Kester-Séméon, qui est une amie, fille très, très engagée dans le féminisme, qui a créé Girls Power 3, très engagée, etc., et qui dit, en gros, ça va les mecs, c'est ça je sais pas, oui, voilà. Donc, ça va les mecs. Vous vous rendez compte que cette photo est la photo d'une table ronde qui avait lieu à l'Élysée. C'est quand même un scandale, à l'Élysée. Donc, il s'agissait de la journée franco-allemande du numérique. Et ils n'ont trouvé que 10 mecs, tous avec leurs costumes, cravates et leurs chemises blanches et compagnie, hein, donc, pour aller parler de ça, comme si il ne pouvait pas y avoir une seule femme qui pouvait s'exprimer. Et franchement, encore une fois, je le répète, je n'ai rien de militant. Je suis un féministe, par bon sens, mais pas militant comme on pourrait l'entendre. Mais j'ai juste eu un coup de sang, et j'ai fait ça. J'ai dit donc, à partir de maintenant, je ne participerai plus à une table ronde où il n'y a pas au moins une femme. Voilà, ça me paraît quand même basique. Voilà. Merci beaucoup. Mais ça mérite, franchement, merci beaucoup, mais ça ne mérite même pas d'applaudissements, tellement ça me paraissait naturel. Et d'ailleurs, objectivement, quand je l'ai fait, j'ai fait ça comme ça, parce que c'était une réaction, mais je n'aurais jamais imaginé ce que ça allait provoquer. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, madame, merci pour votre introduction, parce que c'est juste ce que vous avez dit. Finalement, il y a plein d'hommes qui pensent ça. Voilà, c'est pas juste quelqu'un qui s'est réveillé comme ça. Il y a plein d'hommes qui sont féministes, il y a plein d'hommes qui pensent que défendre la cause des femmes, c'est se défendre soi-même. Vous savez, par exemple, il y a un sujet, un réflexe que je déteste, c'est quand, pour défendre les femmes dans le numérique, on leur dit « Ah, vous savez, maintenant, vous pouvez allier votre vie familiale et votre vie professionnelle. » Mais pourquoi est-ce que c'est réservé aux femmes, ce droit? Donc, si vous voulez, c'est un combat de société. Moi aussi, je pense que j'ai appris ça, justement, grâce à tout ça. Maintenant, je fréquente beaucoup les clubs de femmes, tout ça, et j'ai appris Ah non, il faut voir, la semaine du 8 mars a été bondée dans mon agenda. Hein. J'ai fait 2 conférences par jour, hein, mais pourtant, vraiment, encore une fois, c'est pas forcément mon truc. Je voudrais vous dire que j'ai appris ce que c'était que le présentisme. Voilà, donc, voilà, c'est-à-dire qu'en France, eh bien, on valorise les gens qui travaillent de 8h du matin à 11h du soir. Alors évidemment, si vous voulez avoir une vie familiale, c'est quand même très limité. Okay, donc c'est pas possible. Mais moi, en tant que chef d'entreprise, franchement, ça me paraît ridicule, ça. On cherche l'efficacité, la productivité, on ne cherche pas la présence. Et je préfère un mec ou une femme qui finit à 18h ou à 17h ou je ne sais à quelle heure, quand ça lui convient, et qui est efficace, plutôt que quelqu'un qui reste toute la journée et qui fait rien. Et d'ailleurs, j'ai appris aussi que c'était très franco-français. Voilà, donc il n'y a aucune raison. Donc encore une fois, c'est une question d'équilibre de société. Et ce combat n'est pas un combat de femmes. C'est un combat de société, voilà. Et je pense que le numérique est un vecteur de cela. Parce que, par exemple, bien avec le télétravail, eh bien, on pourra travailler à des moments, à des lieux qui nous conviennent pour pouvoir mieux s'occuper de notre famille. Et quand on s'occupe mieux de notre famille, on travaille mieux. Moi, j'ai constaté quand même une chose, c'est que les gens les plus efficaces, c'était ceux qui étaient le plus équilibrés. Hein. Bon, non, mais d'ailleurs, j'ai raconté l'anecdote juste pour vous dire que je n'ai pas attendu de me battre sur Jamais sans elle, moi. Bon, je suis grand-père. Je vous donne cette information. Hein, j'en suis très fier. Mais bon, avant d'être grand-père, j'ai eu des enfants, donc. Par définition. Eh bien, en maternelle,
j'étais le président de l'association des parents d'élèves. Vous voyez? Donc, et j'allais à la réunion des parents d'élèves, j'étais le seul homme, hein, ça c'est sûr, hein, c'était jamais sans lui, hein, parce que là j'étais tout seul. Hein. Mais là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Ça veut dire, bon, c'est mon fils aîné, donc il y a 30 ans. Et donc là, moi, déjà, bon, il s'avérait que ma femme, étant à l'éducation nationale, elle ne pouvait pas aller au conseil de parents d'élèves. Mais ça ne m'a jamais choqué de devoir aller. Et c'est quand ça se passait le mercredi après-midi, j'étais patron déjà d'un éditeur de logiciels, je prenais mon mercredi après-midi pour aller à la réunion. Est-ce que ça a gêné ma carrière? Pas du tout. Et quand on est équilibré, au contraire, on peut bien réussir, homme ou femme. Alors donc, je vais vous dire, ça a fait un tel boucan que je reçois un coup de fil du Huffington, qui est un journal sur le net, là, pour me demander de faire un édito. Et j'ai fait donc un édito pour expliquer ce que je vous explique et la genèse de cette affaire. Voilà. Et alors, je continue ma petite histoire, hein, j'arrive à la fin. Hein. Je continue ma petite histoire. C'est que, en effet, Natacha Kester-Séméon et Tatiana F. Salomon avaient réuni quand même déjà des gens de bonne volonté, des hommes de bonne volonté. Comme elles avaient fait Girl Power, elles se sont dit on va mettre des gentlemen, des gens, des hommes mais de qualité, très positifs, qui recherchent justement cet équilibre, et on va faire le club qui correspond. J'insiste, hein, parce qu'elles avaient fait le club de femmes avant, parce qu'on nous a engueulés. Hein. Je vais vous montrer pourquoi. Et donc, on a créé ce club de gentlemen. Et alors voilà, pourquoi je vous dis, on nous a engueulés, c'est que les photos de ce club, il n'y a que des hommes. Mais j'explique évidemment, puisque c'est des hommes qui veulent l'équilibre avec les femmes. Donc il ne pouvait pas y avoir beaucoup de femmes. Hein. Oui, non, mais vous avez tort quand même. Bon, ok, vous savez, on est toujours critiqué. Et donc, on se réunit hein, il y a quelques mois, et on parle de cette affaire de Jamais sans elle. Et on était autour de la table, et je dis, bon, écoutez les mecs, vous êtes tous d'accord avec moi, on va faire un appel. Et donc on était une vingtaine, et nous avons fait un papier qui est paru dans Le Point, pour dire que ces 20-là s'engageaient à ne plus, à suivre cette idée, de ne plus participer à de table ronde, s'il n'y avait pas au moins une femme. Alors on était 20, nous partîmes 20, nous sommes 80 déjà. Entre-temps, on a eu Alain Juppé qui a signé, hein, pour vous dire. Hein. On a eu, je sais pas, Nicolas Sekaki, le patron d'IBM France. On a eu plein de gens de la com, etc. Et après, tous ceux qui suivent sur Twitter ce hashtag peuvent voir que c'est devenu un véritable mouvement, puisque, je sais pas, je crois... Alors on a Natacha qui compte hein, tous les jours, hein, un de plus, tout ça. Hein. Je crois qu'on est à 42 millions, un truc comme ça, hein, de citations. Hein. Comment ? Elle est en train, là-bas, c'est sûr, je lui fais confiance. Hein. Donc on est à 42 millions de citations. Et ce qui est formidable, alors comment on s'est fait engueuler parce que c'était des hommes, et il y avait des femmes qui voulaient aussi nous rejoindre. Alors bon, on a dit on va faire un conseil féminin. Donc maintenant on a un conseil féminin avec Parizeau, avec NKM, donc et d'autres femmes qui viennent pour soutenir cette initiative masculine. Je le répète, l'originalité, c'est évidemment que ce soit des hommes qui prennent cet engagement. Alors, ce qui est quand même important à dire, ça va être presque ma conclusion. On ne demande pas de quotas. On ne demande pas la parité. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas dans le militantisme. On demande juste une chose qui nous paraît de bon sens, c'est que quand on va dans une table ronde, il y ait au moins une femme, plus si c'est possible. Et puis, c'est embêtant parce que c'est engageant. Je vais vous dire, par exemple, Bruno Le Maire souhaitait signer cet appel, et après, en réfléchissant, il s'est dit, merde, c'est embêtant, parce que moi, je vais aller dans les tables rondes pour les primaires, la présidentielle, je risque de me retrouver sans femme. Et ça m'est arrivé, moi. C'est-à-dire que, comme j'ai signé le premier, donc ça a commencé. Alors, de temps en temps, avant maintenant d'aller, je dis, attention, je ne viens que s'il y a au moins une femme, vous êtes au courant. Donc, une fois, deux fois, j'ai refusé, j'ai annulé ma participation. Mais ce qui m'est arrivé aussi de difficile, c'est qu'il y avait bien une femme qui s'était inscrite, mais la veille, elle a annulé. Et donc, j'ai annulé. Parce que j'avais des excuses pourtant, j'aurais pu dire, c'est pas de ma faute. Mais on aurait vu la photo, et alors la charriade aurait commencé, évidemment, sur Twitter, j'aurais eu 2 millions de gens qui m'auraient dit, oui, t'as dit que, etc. Donc, ça fait plusieurs fois que j'annule des participations. Remarquez, je ne cours pas après, hein, mais des fois ça m'arrange. Hein. Mais il y a un vrai engagement. Alors pour des gens comme nous qui faisons 2-3 interventions par semaine,
c'est quand même beaucoup. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tous ces hommes vraiment maintenaient cet engagement, je peux vous dire que ça va commencer à changer des choses. Et en particulier, maintenant, on a des événements, celui-là, elle aurait pu le faire très facilement, hein, qui demandent un label. Alors donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une association qui délivre le label Jamais sans elle. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que pendant toutes les tables rondes, il y ait au moins une femme. Bah, vous l'auriez eu là, je pense. Hein, bon, encore une fois, on aurait cherché le jamais sans lui ou jamais sans il, parce que là... Hein, donc, et c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça fait? Ça force les organisateurs à faire cet effort. Et je vais finir toujours par le plus dur. C'est qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui sont de bonne volonté, qui ont envie d'avoir des femmes, qui ne les trouvent pas, qui doivent supplier des femmes pour qu'elles viennent. Ça, si vous voulez, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Enfin, si vous voulez, à un moment, il faut aussi que les femmes se bougent elles-mêmes. Et je voulais vous parler de mon conseil d'administration. Donc vous avez compris qu'avec mon énergie, mes valeurs, ma conviction, je suis allé les chercher, les femmes. C'est-à-dire que chaque fois que j'allais dans un cocktail, il y avait une patronne d'une boîte d'informatique qui dit « Toi, tu te présentes, hein, toi, tu te présentes. Hein. » Voilà. On en est à 7 sur 30. Mais avec quelle sueur pour y arriver. 7 sur 30. Et au dernier conseil d'administration, 100% des femmes qui se sont présentées ont été élues. Il y a juste un problème, il n'y en avait qu'une. Donc, c'est pour ça que je dis que je termine par le plus dur. Il faut que les femmes aussi se bougent. Il faut que les femmes se manifestent, se valorisent, s'expriment. Quand on leur donne l'opportunité de se présenter, qu'elles se présentent. Bien sûr, la facilité aurait été pour moi de dire de changer les statuts et on va faire de la parité forcée. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous voyez, avec tout ce que je vous ai dit, tout ce que je me bats, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne vois pas pourquoi on prendrait une femme juste parce qu'elle est une femme. D'ailleurs, au cours d'un de mes derniers événements dont je vous ai parlé, de ces tables rondes, on a évoqué le problème maintenant où beaucoup d'hommes se plaignent en disant « j'aurais pu avoir ce poste, mais on l'a prise parce que c'était une femme ». Oui, il ne faut pas le négliger, il faut respecter quand même ça aussi. Vous voyez, quand mes administratrices se présentent et sont élues contre des hommes, alors là, il n'y a rien à dire. Elles ont gagné à la loyale, elles ont fait leur campagne, elles ont été élues. Donc, c'est ce que je souhaite promouvoir, parce que je pense que cette parité, elle doit venir par là. Donc, encore une fois, vous avez bien compris que nous avions un engagement total pour soutenir cette cause, mais aussi elle doit être accompagnée par un engagement maintenant beaucoup plus important des femmes dans leur propre valorisation. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Guy Mamoumani? Ou des réactions d'ailleurs. Hein. Ou des réactions. Là-bas, hop. J'y vais. Non, mais trop tard. Alors, vous dites que les femmes doivent s'exprimer plus, mais on voit dans votre discours que quand elles s'expriment, elles ne sont pas forcément entendues, alors que quand les hommes prennent une initiative comme les autres, c'est relayé dans tous les médias. On l'a vu aussi au Festival d'Angoulême, où les femmes se sont exprimées, n'ont pas été entendues, alors qu'à partir du moment où les hommes ont commencé à boycotter, le mouvement a été relayé par les médias. Donc il faut d'un côté s'exprimer plus, mais quand on le fait, on n'est pas forcément plus entendu. Alors, vous avez compris que je peux me permettre de dire ça parce que j'ai dit tout ce que j'ai dit avant. Je suis d'accord avec vous, évidemment. Si vous avez quelqu'un qui fait rien et qui arrive, on dit bougez-vous là, ça n'a aucun sens. Avec tout ce que nous faisons, je trouve que ce n'est pas suffisant et que nous, tout ce que l'on peut faire, c'est créer les opportunités de ce rééquilibrage. Et après, il faut qu'elle se bouge. Mais, encore une fois, 15% de mon discours a été celui-là. Hein, j'insiste là-dessus. Hein. Alors, c'est un commentaire assez proche. Je voulais juste évoquer le fait que quand on monte sur l'estrade, entre guillemets, quand on est une femme ou quand on accepte un poste à responsabilité, on s'expose à une violence quotidienne. Ah oui. Qui n'a rien à voir avec ce qu'à peu près aucun homme ne subit dans son parcours. Et que quand on demande à une femme de s'engager, etc.,
il faut savoir que d'emblée, si on s'écarte du jeu, c'est qu'il y a des moments où on n'en peut plus des situations. Moi, je me suis retrouvée dans des situations à essuyer des réflexions publiques, mais immondes. Bon, alors, j'ai juste envie d'évoquer ce qu'une féministe des années 70 m'avait raconté et qui, à mon avis, est une chose qu'on aurait dû faire perdurer et qu'il faudrait renouveler, peut-être sous une forme contemporaine. Elle m'a expliqué, donc c'était à l'époque, il y avait déjà des étudiantes en fac quand même, hein, sauf qu'elles perçaient encore moins qu'aujourd'hui. Et donc, elles ont monté un groupe d'entraide où elles s'entraînaient mutuellement à prendre la parole en public. Parce qu'une des difficultés qu'elles rencontraient, c'était ne serait-ce que le jour du jury, quand elles passaient leur thèse, elles se faisaient démonter. Voilà, on n'ose pas prendre la parole, mais comme on est habitué à s'en prendre plein la tête, l'audace est quand même difficile. Et en fait, de ce groupe-là, à peu près, il y a peut-être eu 70 ou 80 femmes qui sont passées au fil des ans à s'entraîner mutuellement, à faire des simulations de jury, de prise de parole publique, etc. Elles sont toutes devenues universitaires, chefs d'entreprise, élus politiques, etc. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on peut monter sans vouloir devenir universitaire, chef d'entreprise. Même une secrétaire a le droit de réclamer une augmentation ou de demander qu'on la traite correctement. Et je pense que ça, c'est des choses, voilà, montons des universités populaires de prise de parole, même quand on est une femme. Et madame, vous avez dit exactement les deux sujets que je voulais exprimer avec d'autres illustrations, mais c'est tout à fait ça, je suis tout à fait d'accord. C'est les deux points. C'est inadmissible, le premier point dont vous parlez, je sais. Par exemple, moi, je ne tolère plus de blagues sexistes, vous savez, dans les comités de direction, des choses comme ça. C'est fini. D'ailleurs, ça paraît tellement ringard aujourd'hui quand quelqu'un fait ça. Dans nos entreprises, vous avez raison de le préciser. Je parle dans des entreprises où il y a des jeunes, où on est dans le numérique, etc. Franchement, quand il y en a un qui fait une vanne comme ça, il est complètement dépassé, quoi. Moi, je veux revenir sur cette question de quotas. Je voudrais vous dire que je pense qu'on est un certain nombre ici à pas tellement aimer cette idée des quotas. Mais en même temps, c'est quand même l'outil le plus redoutable et le seul qu'on ait trouvé pour avancer vraiment. Donc, je pense, enfin moi pour ma part, je veux bien être une femme quota. Je trouve pas ça du tout agréable, mais je pense qu'on est une génération qui a le devoir d'accepter cette idée. Parce que quand je vous entends aussi sur toutes vos actions, et effectivement, vous avez l'air de vous démener, à être un certain nombre à vous démener pour amener les filles dans les écoles d'ingénieurs, et que au bout de 6 ans, 7 ans, 10 ans, vous n'avez toujours pas bougé le pourcentage de filles dans le secteur numérique, je me dis que dans d'autres secteurs où les quotas sont arrivés, les choses ont enfin commencé à bouger. Donc c'est un accélérateur dont l'histoire nous prouve qu'il est efficace. Voilà. Mais il n'est pas très joli, je suis d'accord, et il est surtout pas agréable, à commencer pour les femmes. Exactement. Alors vous m'embêtez beaucoup, madame, je vous assure. Non, parce que je suis d'accord avec vous, quoi. Si vous voulez, instinctivement, comme vous, quoi, je suis contre l'idée, et puis c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a quand même une certaine efficacité. Maintenant, on voit quand même, par exemple, sur les histoires de quotas dans les conseils d'administration. Vous savez qu'il y a une loi maintenant, hein, il faut avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration. Mais le résultat des quotas, c'est qu'il y a une cinquantaine, une centaine de femmes que vous retrouvez partout. Et il n'y a pas beaucoup de femmes. D'ailleurs, moi je vais vous dire, avec tout ce que j'essaye de faire, je cherche une femme pour mon conseil d'administration. Mais attention, je ne cherche pas une femme parce que c'est une femme. Comment ? C'est un appel ? Oui, c'est un appel. Alors attendez. On doit être près de 400 femmes. Tout à fait. Oui, mais comme je vous l'ai dit, je ne cherche pas une femme parce qu'elle est une femme. Je cherche une femme qui a des connaissances dans le digital, qui a des connaissances dans la finance, qui a une expérience internationale pour m'accompagner dans la transformation de Groupe Open. S'il y en a une qui a tous ces critères, en effet, qu'elle me fasse un mail. Voilà. On va vous envoyer des Et profils. je peux vous dire que j'en ai trouvé 3, et les 3 ont refusé chacune pour ces raisons. Hein, donc, c'est quota ou pas quota, s'il n'y a pas de candidate, on est quand même embêté. Et je vous assure, actuellement, celles qu'on retrouve dans les conseils d'administration, c'est toutes les mêmes. D'ailleurs, il y en a une qui m'a refusé en me disant j'aurais bien voulu, elle est très connue d'ailleurs, hein, j'aurais bien voulu, mais je suis déjà 5 conseils d'administration. Bien sûr, d'accord.
D'accord. Oh. Bon, alors, madame, vous avez compris que je suis avec vous, moi, hein? D'accord, donc, ouais. On a une question. Ah non, mais, On a une question franchement, à vous pouvez gauche. pas me dire ça. Je suis vraiment engagé sur le sujet. Mais je suis pas d'accord. Je trouve plus facilement des hommes. Peut-être pour la raison que madame m'a invoqué. Oui, mais ok, mais j'ai du business à faire. J'ai une entreprise. Vous croyez que mes valeurs vont venir avant l'entreprise? La première des valeurs qu'on se doit en tant que chef d'entreprise, c'est de faire survivre notre entreprise, de la développer. Alors après, j'essaye de réconcilier mes valeurs avec mon business. Par exemple, je vais vous faire parler de quelque chose de complètement différent. Je viens de me faire engueuler sur Twitter. Pourquoi? Parce que moi, je suis un fanat du mot numérique. Je n'emploie jamais le mot digital en tant que président du Syntec numérique. Je me bats. Bon. Mais hier, j'ai fait la présentation de mes résultats, le groupe Open, et donc j'ai fait une interview où j'ai parlé de la stratégie digitale de groupe Open. Donc alors, tout de suite, j'ai eu droit à mon tweet. Ah, ça y est, t'as oublié tout ce que tu as dit, etc. Et j'ai répondu qu'il y a un principe de réalité. Moi, dans le business, quand vous parlez de numérique, vos clients ne vous écoutent pas. Vous parlez de digital, ils vous écoutent. Bon, bah écoutez, je vais parler digital, qu'est-ce que je vous dise? Okay. Même si je me bats au quotidien pour que le mot numérique soit valorisé. Donc là aussi, c'est pareil. Je veux absolument trouver une femme qui a ces critères. Mais si je ne trouve pas, comment je fais? Non, j'ai besoin d'une administratrice qui a ces compétences-là. On a une question à gauche, là, une personne qui je attend. m'embrouille, là. Non, je parlais de groupe Open, là. Ah non, mais sur le Syntec numérique, il n'y a aucun problème. Il suffit d'être une chef d'entreprise ou une cadre dirigeante et de se présenter aux élections. Il y a, alors là, je vous dis, je vais les chercher dans les cocktails. Ça, alors là, c'est un appel général, hein. C'est un appel général. S'il y a dans la salle des chefs d'entreprise du numérique, des créatrices de start-up, allez-y, présentez-vous. D'ailleurs, pour vous montrer, madame, hein, que je fais des actions et que je contourne un peu les choses, on a fait un plan 5000 start-up au Syntec numérique. Et j'ai décidé, parce que comme c'était des start-up, ça n'allait pas se présenter aux élections, de prendre 2 représentants de ce plan 5000 start-up au conseil d'administration. Qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Je prends 2 femmes. D'accord, puisque c'est moi qui l'ai choisi, là, en l'occurrence, avec mon comité exécutif. Ben, on en a trouvé une, et même là, je cherche une patronne de start-up pour aller au conseil d'administration. Même là, il faut se battre. Parce qu'aller au conseil d'administration de Syntec numérique, c'est des réunions 1 fois par mois, les commissions, etc. Les représentantes là, de femmes du numérique, elles savent hein, très bien que c'est du boulot. Hein. Mais il faut l'assumer. Donc si on me dit « Ah ben non, je peux pas », ah ben oui, ah ben, je me retrouve avec cette femme. Voilà. Bon, on voit bien que le monsieur est armé, mais n'allez pas me le décourager quand même. Voilà. On enchaîne avec une question. Bonjour, Louise Desilles, je représente l'association Femmes Ingénieurs et donc je vous remercie pour votre engagement d'abord. J'avais une question sur l'évolution donc des femmes dans le numérique, l'histoire des 27% qui reste de 27%. Est-ce que vous avez réussi à faire un diagnostic du pourquoi cette non-évolution en fait ? Oui, alors merci pour la question. Donc on a fait un diagnostic, une étude qui s'appelle l'OPIEC, vous pouvez la trouver facilement sur le site du Syntec. Alors donc, par exemple, on a sorti, vous savez, des verbatims. Donc globalement, c'est toute l'image du métier qui est orientée masculin. Donc c'est un métier où il faut travailler longtemps, c'est un métier où il faut être fort en maths, c'est comme si les filles n'étaient pas fortes en maths, hein, franchement. C'est un métier technique, voilà, c'est un métier technique, alors que ce n'est pas un métier technique. Voilà. Donc vous avez comme ça toute une liste de choses qui sont des idées reçues, quoi. Et tout notre boulot, c'est vraiment d'essayer de changer ça. D'ailleurs, pour madame là, qui un peu voulait me décourager, là, puisqu'elle elle reconnaissait qu'au bout de 10 ans de travail, on était toujours à 27%, et c'est pas 10 ans, c'est 6 ans. Mais si on fait ce travail-là, nous, on parle de l'école primaire. Donc peut-être que dans 15 ou 20 ans, on va enfin voir le résultat, quoi. Parce que à force, par exemple, on a obtenu le coding à l'école primaire. Donc ça, c'est formidable. L'option ISN au bac, tout ça, vous savez, c'est notre travail, ça. Hein. La grande école du numérique, tout ça. Et en fait, tout ça pourrait nous aider à faire changer ces idées complètement préconçues et qui n'ont aucun fondement réel. Et je pense, j'espère. Hein, alors, on continue avec... On va essayer de faire des questions courtes, oui. parce que ça demande pas mal, en tout cas de mon côté.
Très rapidement, parce que ce que je vais dire, c'est une évidence, mais je pense que des fois, c'est bien de répéter des évidences. On sait tous les vertus des quotas, les désavantages des quotas, et c'est un débat, on est pour, contre, bon, passons. La vraie question, c'est ce qu'on a abordé à la fin, c'est pas nous qui travaillons qui est le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est nous en tant que parents, pour faire en sorte que les gens choisissent les métiers, non pas en fonction de leur sexe, mais en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Et donc le rôle qu'on a à jouer, c'est pas quand on se lève le matin pour aller bosser, c'est quand on arrive à la maison le soir, le matin, c'est tout ce qu'on fait avec nos enfants. Parce que dans les écoles de commerce, dans lesquelles en général il y a à peu près 50-50, donc il y a un super bon équilibre, c'est génial. Et après, vous regardez là où les gens se spécialisent, c'est encore des mecs dans le trading et c'est encore les nanas en RH. Donc même après, il y a encore des stéréotypes là-dessus. Donc c'est là-dessus sur lequel il faut arriver, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il y ait plus de femmes en RH et moins de mecs, moins de nanas en finance. Aucune. Ça tombe bien, c'était pas une question, c'était une intervention. Et je suis d'accord, hein, complètement. Moi, j'ai une question sur un autre sujet. On entend régulièrement par des témoignages de femmes députées ou ministres que l'Assemblée nationale est quand même un haut lieu du machisme ordinaire dans notre pays. Donc, vous qui fréquentez des hommes et des femmes politiques, est-ce que vous savez pourquoi ces gens-là, qui sont quand même éduqués, qui sont l'élite de notre pays, sont aussi rétrogrades? Et impunis. J'ajoute et impunis. Franchement, alors là, je suis écœuré. Vraiment, j'ai rien à dire à ça. Vous avez vu cette émission, là, je ne sais plus qui, sur Canal+, là, où on voyait comment des députés... Cyril Eldin. Oui, c'est ça. Députés traités, à l'époque, la ministre du Logement, comment elle s'appelle déjà? Cécile Duflot, et pourtant, je l'aime pas. Hein. Vraiment. Hein. Mais c'est scandaleux, quoi. Enfin, je veux dire, ce niveau d'école maternelle, enfin... machisme, ça je ne sais pas quoi vous dire, je les vois, hein, moi, hein, je les rencontre. Hein. Ils sont tous plutôt comment dire, bienveillants par rapport à nos initiatives sur ce sujet. Hein. Mais après, on voit leur comportement. Qu'est-ce que je vous dis? Ça aussi, c'est une question d'éducation. Monsieur, c'est leurs parents qui auraient dû leur apprendre le b.a.-ba du savoir-vivre. Et on a vu d'ailleurs la différence avec les autres pays. Franchement, c'est lamentable là-dessus. Bon, je ne sais pas quoi dire. Franchement, j'ai assez à faire avec le numérique pour ne pas m'occuper d'eux en plus. Ça. Il va y avoir un boulot fou avec le... Déjà, on essaye de les former à utiliser un peu un ordinateur. On a déjà beaucoup de mal. Alors en plus, on doit leur apprendre la vie, alors je vous assure. Hein. Ça, il va y avoir du boulot. Hein. J'ai une question pour vous, un peu plus personnelle, à laquelle vous êtes libre de répondre ou pas. C'est mon côté RH qui aime bien sur le sujet. Vous avez il y a un caractère très pragmatique dans votre démarche. Elle est juste empreinte de bon sens. Absolument. Est-ce que, à titre personnel, vous avez eu une femme inspirante autour de vous, hier, voilà, et qui vous a amené ce genre de réflexion? Parce que je pense que vous faites partie, je dis ça parce que j'ai le plaisir d'avoir un époux qui sans doute est dans votre génération est très féministe et c'est un grand bonheur pour moi. Et je sais qu'il a été très inspiré par des femmes autour de lui. Vous n'êtes pas si courant, je pense, dans votre génération. Enfin, je dis ça avec en tout bien, tout honneur, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas... Oui, je comprends. Ça n'est pas courant, et donc voilà, je crois toujours à la vertu des belles rencontres pour ça. Alors, je vais faire une réponse vraiment très personnelle. Comme nous sommes entre nous... franchement... Hashtag entre nous, oui. Oui. Si je dois dire pourquoi j'ai ce regard, cette vision des choses, c'est pour l'amour de ma femme. Voilà. Jamais elle ne croirait que j'ai dit ça devant 250 femmes. Non, ma femme, bon, c'est pas grave. Bon, finalement, vous pouvez y aller, ça va l'arranger, sa femme. C'est quoi cette histoire, par exemple, de partage des tâches ménagères, partage d'éducation. J'étais devenu, moi, le recordman de France du changement de couche. Hein. Si vous voulez, pourquoi? Parce que tout simplement, je partageais ça avec ma femme. Et après, on se dit, mais enfin bon, c'est valable pour tout le monde. Enfin, c'est un comportement. Vous voyez bien, c'est pour ça que j'ai débuté en disant que c'est pas une question de militantisme. Je suis pas un militant de la cause, moi, hein, pas du tout. Juste ce que vous avez dit, c'est du bon sens. Et ce que j'ai pratiqué depuis... J'ai connu ma femme à 16 ans, je me suis marié à 20 ans. Alors donc, depuis le temps, comme vous l'avez bien souligné, ça fait du temps, donc 38 ans de mariage.
eh bien, au cours de cette vie cette cohabitation, cette vie en commun, tout ça me paraissait naturel et j'essaye de l'appliquer à ces sujets-là, mais encore une fois, très naturellement. Je ne suis pas un combattant de la cause féministe, je ne sais pas quoi, pas du tout. Voilà. Ah bon? Ah ben très bien. Non, parce que... Voilà. Oui, non, parce que quand on me l'a demandé officiellement, j'ai répondu Simone Veil. C'est plus banal. C'est plus banal. Peut-être une dernière question? Alors, j'en pose une et puis après je vais vous en poser une. Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que en tant qu'homme engagé contre le sexisme, pour la participation des femmes aux responsabilités, etc., vous faites vous-même l'objet, au-delà, alors vous avez été plutôt salué, mais est-ce que vous faites aussi l'objet de critiques ou de sarcasme, de dénégation, je vais juste vous livrer un élément intime aussi. Régulièrement, on dit à mon mari, t'es féministe, mais enfin, en même temps, avec la nana avec qui tu vis, est-ce que vraiment t'as le choix? Est-ce que vous faites l'objet aussi de ça? Oui. C'est bon. D'abord, je dois dire que bon, je suis quand même dans un milieu. Vous avez vu les gens qui sont dans cette photo. Hein, c'est vraiment des gens qui sont dans cette mouvance. Et j'ai pas de soucis autour de moi. J'ai que des gens qui pensent comme ça. Hein. Maintenant, comme finalement je suis assez visible et que Jamais sans elle est monté en puissance comme ça, j'ai quand même pas beaucoup, mais quelques critiques, quelques sarcasmes. Par exemple, j'ai un de mes amis qui est président d'une association très importante à qui j'ai demandé de signer Jamais sans elle. Et il m'a répondu, ça va ton truc, je vois bien, c'est de la com pour toi. Voilà. Vous voyez, c'est un peu comme si j'y croyais pas moi-même. Vous voyez, c'est un truc que je me sers de ça, comme si j'avais besoin de ça, moi. Bon, vous voyez, mais lui, il a pris comme ça. Ou sinon, j'ai quand même des gens beaucoup plus virulents qui expliquent qu'il n'y a aucune raison d'avoir ce combat. Et pourquoi vous feriez pas aussi le jamais sans beurre, jamais sans noir Voilà, oui, je l'ai eu ça. Hein. Comme si. D'ailleurs, je suis pas contre moi, hein, mais bon, à la limite. Enfin, bien que, je vais vous dire un truc quand même pour répondre à ces gens-là, c'est que dans le numérique, on n'a pas de problème de diversité. Hein, parce que moi, je vois, vous venez sur un centre de service là, dans mes bureaux, vous verrez du black blanc beurre sans problème. Il n'y a aucune différence, on s'en fout de l'adresse. Vous habitez, je sais pas où, Vaux-en-Velin ou La Courneuve, il n'y a aucun problème. Par contre, on n'a pas de femmes. Ça, c'est sûr. Vous arrivez, vous allez trouver 2-3 femmes sur 50. Donc le combat n'est pas le même. Eux, ils croient que c'est le même, mais ce n'est pas le même. Même s'il est très légitime quand même aussi. Hein. Et puis, il y a quand même aussi des tas de critiques personnelles sur ces sujets-là. Bon, ok, ça va. Enfin bon, ça passe. Hein. Ça passe. Je vais te faire rapide. Donc, je connais bien le sujet de la féminisation dans les métiers du numérique, puisque je suis déléguée régionale de Femmes du numérique, Syntec numérique. Mais là, je voulais vous poser une question un peu plus personnelle pour rebondir sur tout ce qui s'est dit. Attendez, j'appelle ma femme parce que... Il y a une étude récente qui est parue qui dit que effectivement la carrière des femmes et leur succès dépend beaucoup de leur conjoint. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je réponds au nom de moi-même, hein, là-dessus. J'ai pas du tout de légitimité à répondre. Moi, je trouve que oui, mais c'est valable dans les deux sens, quoi. Hein. Voilà. Moi, je suis sûr que j'aurais jamais fait ce que j'ai fait sans ma femme. Et je cherche vraiment à la pousser aussi dans sa carrière au maximum. Et je vois quand même une différence, hein, quand même. Elle fait des choix, souvent, que moi, je n'aurais pas fait. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, c'est ça. Hein. Par exemple... elle devait faire une formation à Angers pendant 6 mois. Moi, je l'aurais faite. Elle n'est pas allée la faire. Et ça l'a bloquée dans sa promotion. Et pourtant, moi, je lui ai dit, vas-y, hein, on se débrouillera, je m'occuperai des enfants, tout ça. Bon, eh ben, elle l'a pas fait. Vous voyez? Donc, oui, je pense que c'est un encouragement mutuel, mais que, encore une fois, les femmes, elles ont d'autres... préoccupations, priorités, qui font que ça les handicape au bout du compte. J'ai vraiment cette conviction, c'est pour ça que j'ai terminé par ça, hein, vraiment. Hein. Maintenant, ça n'enlève rien au combat des hommes. Hein.
Je répète, hein, je ne voudrais pas finir sur un côté négatif. Hein. Les hommes, eux, doivent s'engager. Hein. Mais sur ce que vous avez dit, moi, je l'ai ressenti beaucoup dans mon couple, où elle me pousse et j'y vais, où je la pousse, elle y va à reculons. Merci, on va être obligé de s'arrêter là, pardon. Merci beaucoup, Guy Mamoumani. Merci. Alors, moi, je suis chez moi, donc j'ai mes petites habitudes. C'est mon coin, coin bistrot. La journée s'achève et vous ne serez pas surpris que je me retrouve dans pas mal de choses que vous avez dites à l'instant. Pour moi, c'était 17 ans, la rencontre avec ma femme. J'en parle souvent aussi. Et j'aime bien cette idée de bon sens et d'homme de bonne volonté, puisque je suis convaincu, comme vous, que les hommes ont vraiment un rôle à jouer pour faire changer les choses. Alors ici, c'est facile. On a un petit peu le beau rôle. On en est ravis d'ailleurs, parce que forcément, on prêche auprès d'un public converti. Il faut savoir que ce travail, on l'entreprend aussi à l'extérieur. Hier, j'étais chez mon kiné et pendant 1 heure, on a débattu sur l'intérêt du sport féminin, par exemple. Il m'expliquait par A plus B que le sport féminin à la télévision, ça n'avait aucun intérêt, que le foot joué par des filles, c'était quand même pas la même chose, etc. Donc, il fallait argumenter et ça, c'est la vie que on vit au quotidien parce que ces convictions, on les porte. Alors, quels arguments on essaye de développer ? Le premier, ça peut être le plus facile, c'est celui de la réglementation. Messieurs, il y a une loi à respecter, par exemple sur les quotas dans les conseils d'administration ou celle sur l'égalité réelle qui date du 4 août 2014, mais ça doit être la 32e loi sur l'égalité. Malgré tout, il y a des contraintes réglementaires. Donc le premier argument, ça peut être la loi. Deuxième argument, c'est l'argument utilitariste, en particulier auprès des chefs d'entreprise. Messieurs, après, vous y êtes obligés, vous y avez intérêt. Pourquoi ? Parce que la diversité, c'est un facteur de performance, des études le démontreraient, et qu'au bout du compte, si vous avez plus de femmes dans vos équipes, eh bien, votre entreprise aura de meilleurs résultats. Et puis peut-être aussi que ça aura un bénéfice sur les hommes, puisque équilibre des temps de vie, ça sert à tout le monde. Donc la loi, l'intérêt. Troisième argument, très noble, c'est celui de la justice. Il y a 50% de femmes et 50% d'hommes. C'est tout à fait normal qu'on retrouve une forme d'égalité dans toutes les strates de la société. Et finalement, moi, celui que je préfère, c'est celui qui a utilisé Justin Trudeau. Vous savez, c'est le jeune Premier ministre canadien, jeune parce que il est jeune, il a 40 ans, voilà. Et puis il est jeune parce qu'il vient d'arriver au pouvoir. Et quand il a présenté son gouvernement, c'était un gouvernement parfaitement paritaire. Et une journaliste qui lui posait la question pourquoi c'était aussi important de s'intéresser à la mixité, il l'a regardé avec des yeux étonnés et sa réponse ça a été parce qu'on est en 2015. Et finalement, je trouve que c'est le meilleur argument. Vous l'avez cité tout à l'heure. Ça commence à être un ringard, tout simplement, de ne pas s'intéresser à cette question-là. En tout cas, moi, je trouve que cet argument est imparable. Alors, on termine. Les déclarations, c'est bien. Aujourd'hui, c'était l'action, le thème de cette journée. On a commencé avec un certain nombre d'actions. Je vous ai vu aussi défiler devant le photocall, donc on va garder un tas de photos souvenirs. Je crois qu'il y a eu plus de 1000 tweets aujourd'hui sur cette journée, donc je suis ravi que ça ait fonctionné comme ça. Je pense que on vous enverra un questionnaire de satisfaction. Vous pourrez nous dire ce que vous en avez pensé. Mais j'ai vu, notamment dans la qualité des échanges et surtout la qualité des interventions, qu'il s'était passé quelque chose. Donc, comme le thème était l'action, je voudrais aussi terminer tout simplement avec une action très simple, c'est que le CCO va aussi s'engager dans l'action Jamais sans elle, puisque nous-mêmes, on est organisateurs. Alors, je précise, parce que je m'attends à me faire allumer, forcément. Premier écart, le CCO accueille 400 manifestations par an, à peu près. Il n'est pas organisateur de toutes ces manifestations. Donc, le jour où vous voyez une photo d'hommes et exclusivement d'hommes sur ce plateau, avant de tweeter « Varin ne respecte pas son engagement », vérifiez simplement que le CCO est l'organisateur de ce truc-là. En tout cas, pour les manifestations qu'on va organiser, ou celles que j'animerai, moi aussi, je m'engage, finalement, comme vous, à Jamais sans elle, et ça sera la dernière action de la journée. Il y en aura certainement d'autres. On termine peut-être, avant de laisser la place à la belle boîte, en vous annonçant la date de la 4e édition. Elle aura lieu le 17 mars
de l'année prochaine, 17 mars 2017, comme ça c'est fait, vous pouvez le mettre dans vos agendas. Le thème, eh bien, on peut l'annoncer tout de suite, même si on avait annoncé celui de la Révolution, peut-être de façon un petit peu, intempestive l'année dernière. Finalement, l'action, c'était aussi une manière d'illustrer cette idée de la Révolution. Le thème de l'année prochaine, ce sera facile. Action cette année, vérification l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on mesurera dans les intentions qui ont été annoncées aujourd'hui les écarts entre ce qu'on a annoncé et ce qu'on aura pu réaliser. Donc rendez-vous dans un an. Dernière chose à faire, pas la moins importante, remercier d'abord les partenaires qui nous ont accompagnés, remercier les intervenants de cette journée. Je ne vais pas les citer, vous les avez tous vus, aussi bien les partenaires que les intervenants, c'est fondamental qu'on ait pu s'appuyer sur eux. Je remercie aussi forcément Marie Donzel, puisque sans elle, cette journée n'aurait pas eu la même tenue. Merci Marie. Et puis je remercie l'équipe du CCO, en particulier Charlotte, pour le bon boulot qu'ils ont réalisé aujourd'hui. Voilà. Merci à tous pour votre présence. À l'année prochaine, peut-être avant, j'espère. Et on laisse la place à la belle boîte maintenant.